parmi nous. Suite à l'apparition de son nouveau roman paru chez Grasset, Le Quatrième Mur, n'hésitez pas à venir nous rejoindre à l'espace bar où se tient donc actuellement la rencontre littéraire. Sir Chalandon, bonjour, merci d'être parmi nous. Avec vos livres précédents, parus également chez Grasset en livre de poche aujourd'hui, Mon traître, Tour à Quilibès, nous étions partis en Irlande sous le sceau de la fraternité, l'amitié, la trahison. Et aujourd'hui, eh bien, vous nous emmenez au Liban, toujours sur le même sceau, cette fraternité, cette fidélité, la trahison aux autres, à soi-même éventuellement. Finalement, le Liban, c'est également un pays que vous connaissez bien, comme l'Irlande. Ah, je n'ai pas compris que c'était une question. Oui, c'est-à-dire que moi j'ai été reporter de guerre pendant plus de 20 ans. Et comme vous le savez, ou peut-être pas, mais en tout cas, un reporter, il ne parle pas de lui-même. Il n'a pas le droit de parler de lui-même, il n'a pas le droit de se mettre en scène, je crois. Il n'a pas le droit de pleurer non plus, je crois. Et donc, pendant toutes ces années, que ce soit en Irlande, que ce soit au Liban ou ailleurs, j'ai fait mon travail de reporter, de journaliste. C'est-à-dire que je n'ai pas... mon travail à moi, c'était pas de parler de moi, c'était de parler des autres, c'est d'aller recueillir les larmes des autres, pas les miennes. Sauf que de larmes en larmes, ben, finalement, l'homme il commence à être submergé. Et la fiction, pour moi, c'est un moyen de retourner sur des lieux que j'ai couverts en tant que journaliste, d'y retourner et enfin de pouvoir dire je. Donc ce je n'est pas moi, puisque là, par exemple, dans mes livres sur l'Irlande, je s'appelait Antoine. Et là, je s'appelle Georges, c'est mon deuxième prénom. C'est pas très compliqué. Mais en tout cas, ce qui était important pour moi, c'était je ne mets pas des journalistes en scène. Je pense qu'un journaliste ne se met pas en scène. C'est pas bien. C'est obscène. C'est pas ce qu'il faut faire. En revanche, un journaliste peut prendre de la distance, non pas pour faire un livre de journaliste, mais pour profiter, entre guillemets, du fait qu'il ait vécu des choses douloureuses, violentes, pour enfin pouvoir en parler autrement, et enfin pouvoir mettre par écrit ce qui peut le hanter, ce qui a pu le blesser, et ce qui a pu, le rendre fou jusqu'à présent. Et moi, ça fait 30 ans, notamment, que les massacres de Sabra et Shatila, commis sur la population palestinienne par des hommes qui avaient la Vierge Marie collée sur leurs armes, des chrétiens libanais, ça fait 30 ans que ces massacres-là, moi, me hantent. Et je me disais un jour, je retournerai à Sabra et Shatila. La personne qui y retourne s'appelle Georges, ne s'appelle pas Sorge, mais je crois qu'on peut retrouver en Georges des petits morceaux de moi, comme des gros morceaux de fruits dans un yaourt aux fruits, vous savez. Voilà. Finalement, Sir Chalandon, le romancier que vous êtes devenu, peut exprimer justement toutes ces émotions, toute cette subjectivité que vous ne pouviez pas mettre en tant que journaliste. Vous avez reçu d'ailleurs le prix prestigieux Albert Londres pour vos reportages. Le roman débute d'une façon très forte, de façon intense. La première phrase, c'est « Je suis tombé ». On est face à un char d'assaut qui tire sur un taxi, et on apprend très vite que quand les autres lui tombent, il faut ouvrir la bouche parce que sinon les tympans vont exploser. Alors j'ai envie de vous demander, vous, pour éviter d'exploser, aujourd'hui il faut écrire, il faut décompresser pour ne pas suffoquer après ce que vous avez vécu en tant que journaliste. Alors d'abord, j'ai ouvert la bouche devant le char. La différence entre Georges et moi, c'est que moi je suis ici avec vous, donc je m'en suis tiré. Mais en tout cas, je ne suis pas sûr que écrire est un moyen de ne pas exploser. Mais écrire d'abord est un moyen de partager. Moi j'ai envie de partager des choses, j'ai envie d'emmener des gens avec moi à Shatila. J'ai envie de ça. C'est-à-dire que quand je suis rentré, j'en ai peu parlé en fait. J'ai écrit ce qu'il fallait dans un journal, Libération à l'époque, mais je suis comme les gens qui rentrent. Vous vous souvenez tous, pour les plus anciens, l'ancien combattant qui est en bout de table et qui ne parle pas, les revenants de camp qui ne parlaient pas, ceux qui reviennent de guerre qui ne parlent pas, parce qu'il y a un moment toujours, au début on intéresse, et ensuite on ennuie, et on ennuie très très vite. Et c'est, ah oui tu sais, c'est celui qui revient d'eux et qui en parle sans cesse, et à force de cela on se tait. Et donc pour moi c'est moins une façon d'exploser, ou de ne pas exploser, qu'une façon de partager les choses. Et aussi, et encore une fois, c'est une façon de sortir de moi des choses qui m'empoisonnent. Je suis empoisonné par toutes ces années de guerre, empoisonné physiquement,
Et même si je suis sans blessure apparente, j'ai des blessures que je partage, que je raconte, même si je prends de la distance par rapport au sujet, mais ce n'est pas un livre de journaliste, c'est très important. Ce n'est pas un livre sur le Liban écrit par un journaliste. C'est une histoire. On va en parler peut-être. Voilà, justement, c'est là où j'en viens, parce que vous avez déjà cité le Liban, mais finalement, que ça soit dans votre livre d'aujourd'hui, les livres précédents, il y a des thématiques auxquelles vous êtes fidèles, l'amitié, la fraternité, l'engagement vis-à-vis des autres, mais l'engagement vis-à-vis de soi-même. Finalement, peu importe l'espace, je dirais, peu importe. Il est fortement question du Liban, on en Suisse, mais peu importe l'espace, parce que finalement, le quatrième mur, c'est une Antigone moderne. Vous réinterprétez l'Antigone, la tragédie grecque, et elle peut malheureusement, dans notre histoire, aujourd'hui, dans le passé, se réinterpréter à chaque génération et dans différents endroits du monde. Et je pense que c'est ça qui fait la force de ce livre. C'est la fraternité, puisque c'est toujours des histoires de deux amis, de deux frères. Et finalement, malheureusement, peu importe où l'histoire se situe, elle peut se réécrire dans de nombreux endroits du monde. C'est-à-dire que cette histoire se passe dans un pays qui s'appelle la guerre, en fait. Ça ne se passe pas au Liban. Le pays de cette histoire, c'est la guerre. Et l'idée de Georges, puisqu'il y a deux personnages principaux, c'est Samuel Akounis, qui est un grec, qui est un metteur en scène grec. Il a deux particularités fortes et lourdes pour lui. C'est un rescapé de la Shoah des Séfarades. Les Juifs grecs ont été exterminés en Grèce, on oublie un peu, mais ce fut le cas, à Salonique notamment. Sam est un rescapé de cette Shoah-là. Il est grec, et il est rescapé aussi des colonels, des prisons, des tortures. Lorsque Sam arrive en France, l'homme est un résistant. L'homme se présente comme un résistant, et l'homme il a un espoir, il a une envie, toujours. Ce metteur en scène a une envie, c'est de monter l'Antigone d'Anouilh sur un front de guerre. C'est ça, c'est absolument le besoin qu'il a de faire jouer cette Antigone-là sur un front de guerre. Et alors pourquoi l'Antigone de Anouilh? Parce que l'Antigone de Sophocle, notamment, s'oppose aux dieux. Demander aux différents acteurs du conflit libanais de s'opposer aux dieux, ça va pas être simple. Allez voir un chiite aujourd'hui en disant voilà, c'est l'histoire de l'opposition à Dieu, ça va pas être simple du tout. Tandis que l'Antigone d'Anouilh, on s'oppose à l'homme. On s'oppose à Créon, qui est un roi, mais qui est un roi humain. Et s'opposer à l'homme et s'opposer au roi est plus simple. Et donc, Sam, son envie, c'est ça. Et Sam rencontre Georges, effectivement. Et le Georges de Sam, dans d'autres livres que j'ai pu écrire, c'est le traître et le trahi, c'est une figure paternelle qui pour moi est extrêmement importante. Et Georges, lui, c'est un petit Français. Lui, c'est un gauchiste français, nous sommes dans les années 70, et Georges, pour la première fois, voit un résistant arriver, voit un résistant, au colonel, etc. Et Samuel dit à Georges, il lui dit, mais vous, dans vos combats en France, dans vos rues, tout le sang versé tiendra dans un mouchoir de poche. C'est pas qu'il les prend pas au sérieux, mais simplement que lui sait ce que sont les mots. Quand Georges crie CRSSS, Sam lui dit, mais montre-moi les SS, montre-moi Aloïs Brunner, montre-moi dans la rue où sont les SS dont tu parles. C'est-à-dire que ce qui est bien pour un auteur, c'est que pour moi, Samuel est un personnage, c'est vrai, mais Samuel est ma contradiction incarnée. Moi, je fonce dans un mur, et j'ai quelque part dans ma tête quelqu'un qui me dit, fais gaffe, tu peux te faire mal. Samuel, depuis le début de ma vie jusqu'à la fin de ma vie, je l'espère, c'est la personne dans ma tête qui me dit, fais attention, tu peux te faire mal. Donc Samuel, il est malade. Samuel sait qu'il ne pourra pas aller à Beyrouth. Samuel a préparé un peu le terrain, mais il ne peut pas y aller, il va mourir. Et c'est Georges le petit Français, qui n'y croit pas tellement, qui ne croit pas à grand-chose, c'est Georges le petit Français à qui va revenir le soin de monter Antigone. Et donc non seulement il faut qu'il monte Antigone, mais en plus c'est une promesse. C'est la promesse à son ami sur son lit de mort. Il est coincé, Georges. Il n'a pas tellement envie d'y aller. Il a une femme qui s'appelle Aurore, une petite fille qui s'appelle Louise. Georges est un homme de paix, il aime la paix. La guerre, il sait pas ce que c'est, à part taper un petit peu sur l'extrême droite comme ça dans les rues à Paris. Il ne connaît pas la guerre, il ne connaît pas le bruit de la guerre, il ne connaît pas le sang, il ne connaît rien. Et il arrive à Beyrouth, pendant la guerre, pour monter cette pièce de théâtre. Et pour moi, ce qui est important toujours,
C'est que moi, j'ai pas envie d'emmener le lecteur dans un pays de code. J'ai envie de l'emmener dans un pays qu'il ne connaît pas en suivant un narrateur qui ne connaît rien non plus. Et petit à petit, le narrateur et le lecteur vont apprendre ensemble les choses et vont souffrir ensemble, vont avoir peur ensemble. Ils ne mourront pas ensemble, je l'espère, mais en tout cas, ils iront au bout des choses ensemble. Et monter Antigone à Beyrouth, l'idée, c'est pas de faire la paix, on ne fait pas la paix avec une pièce de théâtre, évidemment pas. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, pendant 1h50, les fusils se baissent. Que pendant 1h50, à la place des hurlements, à la place des cris, à la place de l'invective, à la place des slogans, il y ait la musique de la poésie de Jean Anouilh qui va être récitée par des acteurs de chaque camp. Antigone sera palestinienne et sunnite, il y aura des chiites qui vont jouer les gardes, il y aura Créon qui sera chrétien, il y aura Aimon qui sera druze, et ces personnes-là, Georges doit aller les chercher avec les dents dans les différentes communautés, dans tout le pays, pour expliquer à toutes ces communautés pourquoi jouer Antigone ne peut pas faire mal à la guerre, ne peut pas faire mal à la paix, ne peut pas faire de mal au pays. Et c'est possible, juste ce qu'ils demandent. Et ce qu'ils leur demandent, c'est, s'il vous plaît, pendant juste 2 heures, sur la ligne de front, faites-nous grâce de ça. S'il vous plaît, arrêtons la guerre 2 heures. Après nous, on repart. Moi, le petit français, je repars. On vous laisse. Mais juste essayons ensemble de dire un texte qui n'est pas le vôtre, mais qui est le texte de Jean Anouilh, un poète français, un auteur français, et ce texte qui parle de résistance. Et le problème, et c'est ça qui est drôle, il ne faut pas oublier que l'Antigone d'Anouilh a été jouée pour la première fois en 1944 à Paris. En 1944, dernière nuit de l'occupation, dernier hiver de l'occupation. Et les nazis ont trouvé Antigone d'Anouilh formidable. Et une partie de la résistance géniale. Pourquoi? Parce que l'image de la résistance qui est donnée par Antigone n'est pas la même. Les nazis trouvent que Créon, mais il a raison, Créon c'est le résistant, c'est celui qui incarne l'autorité et qui ne peut pas se permettre une petite femme comme ça, les mains nues, lui porte préjudice en se dressant devant lui en disant non, il l'écrase, c'est très bien, les nazis disent bonne pièce. Et la résistance, et une partie de la France se dit oh, mais c'est magnifique cette petite Marianne, les mains nues, qui veut enterrer son frère selon les rites, qui défie Créon et qui va mourir pour ça, c'est formidable. Cette pièce est un malentendu, et ce malentendu-là joué au Liban fait que les chrétiens le liront différemment, les Palestiniens différemment, les chiites différemment, les druzes différemment, et chacun va accepter de jouer Antigone pour des raisons qui sont totalement opposées, et Georges va accepter ça. Comme la résistance finalement sur Chalandon peut être différente, il y a différentes façons de résister, l'écriture certainement, le théâtre, puisque vous choisissez la symbolique du théâtre, du metteur en scène, le sport également, vous faites un clin d'œil à notre célèbre cycliste national qui est un résistant aussi à sa façon. Eddie Merckx. Eddie Merckx, alors non, parce que c'est ça qui est... Oui. Il y a plusieurs façons de mais oui, non mais oui, mais alors, moi j'aime bien que l'on parle de Merckx justement parce que Georges est face à ce résistant, donc il est pas malade encore, Samuel Akounis. Il est face à lui et il a envie que chaque mot d'Akounis lui parle de la résistance. Et en fait Samuel Akounis lui dit oh, Merckx a gagné le Tour de France et Georges est déçu. Et Georges dit mais attends, mais pour moi, un résistant, c'est quelqu'un, chacun de ces mots est un mot magique. Et l'autre dit, mais non, nous sommes des gens comme les autres. Et le cyclisme, on aime, et Merckx, on trouve ça formidable. Et ce qui est important pour Samuel, c'est qu'il incarne cette normalité que Georges ne comprend pas. Lui, être résistant, être combattant, il a l'impression que c'est être ailleurs, c'est pas être dans notre monde. Chaque parole est d'évangile. Et il tombe sur Samuel, qui est mon autre moi, et qui lui explique que la paix, elle est faite de petits plaisirs, comme une course cycliste, comme un coup de bière ou un coup de blanc. Et ça, c'est ce que Georges peu à peu, parce que c'est ça, le thème de ce livre-là. C'est que, et c'est le thème caché, profond, et le vrai thème de ce livre-là. C'est que moi, j'envoie Georges là où moi je ne suis pas allé, où je me suis arrêté. Moi, à l'époque, j'avais une femme et une fille. Et cette femme et cette fille, il y a des moments, longtemps, souvent,
ben, j'ai préféré la guerre à leur amour. J'ai préféré, non pas le danger, mais j'ai préféré ces heures brutales à la tranquillité de la paix. J'étais entré dans une sorte de barbarie qui faisait que je me trouvais plus vivant en guerre qu'en paix. Et cette barbarie-là, je la fais partager à Georges, sauf que lui va aller au bout. Je ne pouvais pas rentrer en paix aussi, parce que lorsque vous quittez une cave, bombardée avec des enfants, des parents qui sont à l'intérieur de la cave, et qui vous disent au revoir, et vous leur dites au revoir, je trouve que ça tient de la trahison. C'est-à-dire que nous, les journalistes, on y allait, on revenait 4 heures après avoir dit au revoir à ces gens terrés dans une cave. On est où? On est à Roissy, on est à Orly, on est à l'aéroport, et on rentre, et on mange, et on sort, et on parle. Tiens, j'étais ici, j'étais là. Et ces gens-là restent dans leur cave. Et moi, plus ça allait, et plus je me trouvais dégueulasse de quitter la cave. Ce que je ne comprenais pas, c'est que ne rentrant pas, j'enfermais moi-même ma femme, ma fille et ma vie dans une autre cave, où ils attendaient que le père rentre. Et un jour, j'ai décidé, et c'était vital, d'arrêter la guerre. Ça a mis du temps, mais j'ai arrêté pour rentrer en paix et pour retrouver un enfant qui n'était pas transi, qui était bien nourri, qui était joyeux, pour retrouver une femme qui n'avait pas de gravat dans les cheveux, mais en tout cas pour retrouver ma vraie vie. Ma vraie vie, elle était là, elle était dans cette paix-là, elle n'était pas dans ces guerres-là. Mais Georges, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre-là, Georges, je l'envoie, là où moi je me suis arrêté. Et l'histoire de Georges, c'est l'histoire de Georges qui aurait mal tourné, ou qui serait allé au plus loin, ou qui serait allé au plus profond de la guerre. Donc j'envoie Georges, et en le sacrifiant, ben, je suis avec vous aujourd'hui. C'est le roman de l'engagement. Je l'ai dit, la thématique, livre après livre, c'est la fidélité à ses engagements, à soi-même, aux autres. Quand on vous entend, c'est aussi au-delà du combat collectif pour nos frères, c'est le combat avec soi-même, finalement, jusqu'où on va dans nos propres engagements. Et c'est ça aussi la force de ce livre, c'est que finalement, il n'y a pas de frontière entre les deux, entre l'individuel et le collectif, et c'est ça qui fait la grande force humaniste et universelle de ce roman. Au-delà de l'espace, c'est tous les combats qu'on mène, tous les combats que Georges, votre double, va mener également, certains des combats d'opérette aussi, parce que c'est vrai que quand on vit aujourd'hui, par exemple à Bruxelles, et qu'on rentre chez soi, on va sortir d'ici, on ne va pas avoir de bombardement ou de temps qui vont nous arrêter, heureusement. Mais vous soulevez tout ça, l'engagement par rapport à nos propres combats, à nos valeurs, jusqu'où justement on va, et quelle est la frontière, à quel moment finalement on peut arrêter, et quelles sont les séquelles finalement qu'il y aura de cet arrêt. Alors, surtout, moi, ce qui me frappe, c'est qu'une fois que l'on a, pour quelque raison que ce soit, une fois que l'on a croisé la guerre, tout le monde le sait, mais c'est bien de le redire, de le réentendre, la guerre, elle est faite par des gens ordinaires. Et ce qui est monstrueux dans la paix, c'est qu'on croise des gens ordinaires dans la rue. Et on sait que les gens ordinaires qu'on croise dans la rue sont des gens qui pourraient parfaitement faire les guerres que l'on a subies ou qu'on a suivies. Et moi, le mal que j'ai eu que j'ai souvent avec la paix, c'est parce qu'on sait ce que nous sommes. On sait ce qu'on a dans nos ventres, on sait ce qu'on cache, on sait ce qu'on combat. Un massacreur au Liban, c'est souvent quelqu'un qui avait été massacré. Le nombre de massacreurs que j'ai vus quitter leur village massacré pour aller massacrer le village d'en face, physiquement, c'est pas une image des Druzes dont le village avait été massacré par les chrétiens qui s'arment et qui montent à 15 collines de là pour massacrer un village chrétien, juste rendre l'appareil. Ces hommes-là sont des hommes ordinaires. Et ce qui me trouble toujours lorsque je rentrais en paix, c'est comme si la guerre pouvait éclater et que nous ne le savions pas. Et comme la traîtrise sur l'Irlande, quand j'ai travaillé sur la traîtrise en prenant le point de vue du trahi et le point de vue du traître, j'avais toujours
dans mon ventre et dans ma certitude le fait qu'il y a en nous un trahi et un traître. Et là, j'ai la certitude qu'en nous, tous les personnages qu'on a pu suivre, que j'ai pu suivre dans les guerres, ils existent, ils nous hantent et ils nous habitent. Et notre vie à nous, c'est de les faire taire. Notre vie à nous, c'est de les détruire. Notre vie à nous, c'est de faire en sorte qu'ils ne relèvent pas la tête. Ces gens qui sont en nous, ces bourreaux, ou ces traîtres, ou ces salauds. Et la difficulté de la paix, c'est ça. Sont les salauds que l'on devine et qui ne sont pas encore passés à l'acte. Alors justement, Sœur Chalandon, les mots sont-ils l'oxygène des écrivains finalement pour faire face à cela? Est-ce que c'est des bouées de sauvetage? Ah non, parce que je ne suis pas en train de me noyer, du tout. Non, les mots, parce que je n'en ai pas d'autres, les mots sont un moyen. D'abord, pour moi, les mots sont un moyen de vous emmener là où il faut. Moi, il y a des gens sur des salons du livre qui me disent « Vous m'avez emmené à Châtillard ». Et c'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais vous emmener à Châtillard. Là, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est... moi, je raconte des histoires. Lorsqu'on me dit quelle est la morale, quelle est la leçon, il n'y a pas de leçon, il n'y a pas de morale. C'est juste profiter d'un moment qui m'est donné pour revisiter des lieux, des douleurs, des endroits, des sensations et des sentiments, pour en faire quelque chose d'universel. Ça se passe à Beyrouth en 82, mais ça se passe dans toutes les guerres, depuis que le temps est temps. Et cet homme-là, ce Georges-là qui ne comprend plus à quoi sert la paix. En fait, c'est ça, il ne comprend plus à quoi sert la paix. Et bien, ce Georges-là, je sais qu'il existe en nous. Et donc, les mots ne sont pour moi qu'un moyen de partager, un moyen de raconter et un moyen de donner une pierre. Moi, j'ai des sacs de pierre sur les épaules que je porte. Chaque guerre était un sac de pierre, très lourd à porter. Et chaque livre lu, et chaque conversation que j'ai avec un lecteur, c'est une pierre offerte. Et j'ai l'impression, c'est pas très sympa, mais j'ai l'impression que chacun part avec une pierre. Des fois, la pierre est très lourde. J'ai des gens qui viennent me voir, qui sont des... Notamment, là, j'ai eu une discussion avec un soldat français qui rentrait d'Afghanistan et qui n'y arrivait pas. Il n'y arrivait plus en paix. Il n'arrivait plus avec sa femme, avec son enfant. Il me dit, mais ce que vous me décrivez là, le fameux syndrome post-traumatique, etc., il dit, mais comment on fait? Et je dis, mais je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on fait. Il me demandait à moi comment on fait pour sortir de la guerre. Je ne sais pas. Tout ce que je lui ai conseillé, c'est de faire bonne figure, c'est de marcher au soleil, c'est de rire quand les autres rient, pour ne pas être à contre-temps, de pleurer quand les autres pleurent, pour ne pas être isolé, et puis d'être... Moi j'aime bien le mot fraternité, mais j'ai pas envie qu'il passe... Moi, je ne suis pas un hippie, jamais eu de fleurs dans les cheveux. Pour moi, la fraternité, c'est pas quelque chose de bélant. La fraternité, c'est tout ce qui me reste. C'est la certitude. C'est la certitude qu'il y a un frère en moi qui parle à un frère qui est dans l'autre. Frère ou sœur. Mais c'est l'échange de ce qui nous reste de sang. Et de sang vivant, et pas le sang dans lequel on marche dans les massacres. C'est entendre l'autre, aussi entendre sa souffrance, entendre sa douleur, puisque s'entendre tous c'est difficile. Commençons déjà par entendre l'autre. Alors ça c'est fondamental, mais c'est ce que le journaliste devrait faire. Le reporter, il doit entendre l'autre. Et l'auteur, il peut se permettre d'entendre son cœur qui bat. C'est la différence. C'est-à-dire que tout ce que j'ai écrit là, j'aurais jamais pu l'écrire dans un journal. C'est juste impensable. Le journal s'arme de faits et d'actualités. Là, je peux, avec Georges et avec Sam, je peux créer une pièce de théâtre à Beyrouth en 82. J'ai le droit. Et la littérature me donne ce droit-là. La fiction me donne ce droit-là. Et en même temps, montant cette pièce de théâtre en 82 à Beyrouth, ce dont on parle, c'est pas d'une pièce de théâtre montée à Beyrouth en 82. Ce dont on parle, c'est de la détresse d'un homme qui brusquement ne comprend plus qui il est, ce qu'il fait, et pourquoi il existe, et pourquoi il vit. Et il n'entend plus sa mère, il n'entend plus sa femme, il n'entend plus son enfant qui le réclame. Et moi, j'avais besoin de ça, et besoin de l'écrire, pour savoir ce qui me serait advenu. Et maintenant, je le sais.
D'où la symbolique du théâtre, puisque finalement la vie est un théâtre permanent. Certains montent sur scène, d'autres descendent, d'autres préfèrent rester dans les coulisses, certains rêvent d'y monter. D'où le titre également, le quatrième mur, qui est symbolique, le quatrième mur sur Chalandon. Le quatrième mur, pour les acteurs, c'est le mur invisible, le mur fictif que l'acteur crée dans sa tête entre le public et lui pour protéger son personnage. Donc, mais de le protéger de tout, le protéger des applaudissements, le protéger des rires, le protéger des sifflets. Mais simplement, ce mur invisible-là donne de la cohérence à la pièce qui est en train de se jouer. Lorsqu'un acteur se penche vers vous en disant « Suivez bien, regardez bien ce qui va se passer maintenant », il vient de briser le quatrième mur. Donc il enlève de la cohérence à la pièce. Il y a une proximité qui s'installe entre le public et l'acteur, mais en tout cas, le quatrième mur, c'est ce lieu absolument impératif pour que la pièce puisse avoir lieu. Là, il y a d'autres quatrième murs. Avec Georges, c'est le mur entre la guerre et la paix qu'il va franchir. C'est le mur entre la vie et la mort, plutôt entre la vie et la mort qu'il va franchir aussi. Et Georges, en fait, c'est l'histoire d'un emmuré. Moi, quand j'ai écrit le quatrième mur et quand j'ai eu le titre, le quatrième mur, j'ai vu les trois murs du théâtre et j'ai vu un quatrième mur, mais un vrai mur. Un mur en plomb, en briques, un mur en ferraille, un mur lourd. Et brusquement, je me suis aperçu que Georges était entre quatre murs, que Georges était entre quatre murs, et qu'il n'y avait pas de porte, qu'il n'y avait pas de fenêtre, qu'il n'y avait aucune issue. Et le quatrième mur, c'était l'envie, en tout cas le besoin de donner à ce personnage-là plus aucune issue, qu'il soit enfermé à tout jamais. Et pour sortir, les mots en guise de sésame, parce qu'il y a des beaux mots dans la langue française, comme dignité et intelligence, ce sont des mots importants justement pour sortir des murs. Dignité, intelligence, respect, fraternité, résistance, bonheur, honneur. Il y a des mots qui brisent les murs. Il faut se mettre à plusieurs quand même, parce que seul devant un mur en criant dignité, je pense que ça n'a pas de sens. Mais à plusieurs, dignité, puis si on ne comprend pas avec les mots, on a aussi des points, je trouve que ça a tout de suite du sens. Mais sœur Chalandon, les mots peuvent-ils rapiécer un écolier qui cueille une fleur pour dire adieu à sa maman? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on peut écrire qu'un écolier qui cueille des fleurs à sa maman pour mettre sur sa tombe, il ne sera pas rapiécé avec des mots. Mais en tout cas, les mots permettent à d'autres d'assister à cette image lorsque l'écolier ramasse les fleurs à hauteur de genoux d'homme, de genoux d'adultes. Mais moi, vraiment, je crois aux mots pour raconter les histoires, mais je ne suis pas sûr que les mots seuls fassent bouger les montagnes. Les mots sont fondamentaux pour se comprendre, mais pour lutter, par exemple, je pense qu'il faut plus que des mots. On a trop de yeux parfois pour voir, on a toujours 2 yeux de trop. 2 yeux de trop, oui, et pas assez d'oreilles. On a 2 yeux de trop, enfin moi c'est ce que je me suis dit quand j'étais au Liban, notamment, c'est un mot que Florence Aubenas avait employé, on a 2 yeux de trop, lorsqu'elle était au Rwanda pendant les massacres. Ce sentiment incroyable on voit ce que l'on ne voulait pas voir et on le regrettera toute sa vie et en même temps c'est imprimé à tout jamais. Quant aux oreilles, moi j'ai entendu des choses que j'aurais souhaité ne pas entendre. Mais en même temps c'est grâce à ces 2 yeux de trop et à ces 2 oreilles en trop qu'il y a ces mots. Donc la douleur d'entendre et la douleur de voir accompagnent quand même les mots et j'espère que ces mots-là emmènent vers une lumière qui, elle, n'est pas douloureuse. Et que ces mots-là soient entendus quand on se retrouve aujourd'hui sur différents
différentes listes de prix littéraires, une la plus prestigieuse, celle du Goncourt, mais il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. On se dit qu'on est entendu. Alors moi, je veux dire quelque chose qui est un peu sévère, mais je pense ça. Quand j'ai eu le Grand Prix de l'Académie française pour Retour à Killy Beggs, il y a un académicien qui m'a pris par le bras et qui m'a dit vos Irlandais, désormais, ils sont immortels. Et ce qui est sévère, moi, alors ce qui est sévère pour moi, mais c'est sévère aussi parce que je sais de quoi on parle. Quand je vois le mot le quatrième mur et que je le vois sur une liste de prix, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a des gens qui ont lu ce livre et que d'une façon ou d'une autre, il y a une cohorte avec moi, qui sont notamment les enfants de Shakila, et leur mémoire est sur cette liste. Et pour moi, c'est fondamental. Ça passe aujourd'hui par le quatrième mur, qui est votre nouveau roman paru chez Grasset. Merci d'être là parmi nous, merci à vous de nous avoir écoutés, j'espère entendus, parce que c'est très important d'entendre. Et je ne sais pas si dans la salle, il y a quelques personnes qui veulent poser une question publique à Serge Chalandon, si vous préférez l'intimité de la suite, l'intimité au cours d'une signature, après des sujets assez émotionnels, humanistes. C'est marrant, je suis humain, je ne crois pas que je sois humaniste. C'est un mot qui me... Je suis humain, voilà. Fraternel. Oui, mais les trucs en liste, vous avez raison. J'en ai beaucoup... Il faut se méfier des mots en liste. Gavé, ouais. Et le pire de tout, c'est le cynisme, je crois. En tout cas, vos livres sont des bons antidotes, justement, à notre période cynique et votre Antigone moderne, parce que malheureusement, c'est ça aussi, on se dit, mais oui. L'homme, qu'apprend-il? À chaque génération, on interprète cette tragédie. Non, puisque ce que j'aime, c'est que Anouilh disait « Mon Antigone peut être joué partout, n'importe où, n'importe quand, et doit être joué en habit de répétition. Il n'y a pas de costume pour Antigone, il n'y a pas de décor pour Antigone, il n'y a pas de pays pour Antigone. Antigone, c'est une jeune femme qui se révolte contre l'autorité. Elle peut être jouée dans cette librairie, je ne sais pas s'il y a un problème d'autorité, elle peut être jouée dans la rue, elle peut être jouée n'importe où, mais Antigone, ce qui est magique, c'est qu'elle n'a pas besoin de décor. Antigone, il y a des milliers d'Antigones partout en ce moment, dans des usines, partout il y a des Antigones. Et cette Antigone d'Anouilh, c'est ça. C'est la résistance sans phare, sans costume, sans décor. Et c'est pour ça que je l'aime. Et elle peut être jouée à Beyrouth en 82, elle aurait pu être jouée en Bosnie, elle pourrait être jouée n'importe où, et elle est profondément moderne. Et Créon aussi. Et Créon aussi, évidemment. Et l'importance, c'est la chaîne que vous formez à travers les livres, parce qu'après avoir lu votre livre, on relit Antigone d'Anouilh, qu'on a souvent lu à l'école, on a une autre perception, donc le livre d'Anouilh accompagne votre livre sur le piano. Il faut impérativement lire, d'abord il est très petit, et c'est juste, c'est une langue tellement moderne et tellement belle. Alors moi, quand j'étais jeune, j'étais amoureux d'Antigone, et donc j'étais aimant dans ma tête. J'ai jamais compris pourquoi Aimon n'avait pas tué Créon. Je ne comprends pas qu'il se fasse enterrer vivant avec elle. Je trouve ça grotesque et je continuerai à trouver ça grotesque. Mais c'est vraiment... il y a beaucoup de jeunes enfants ou d'ados qui arrivent au théâtre par Antigone, et je trouve que c'est une entrée au théâtre qui est juste magique. Merci Charles. Merci à vous, Chalandon, d'avoir été parmi nous. Merci.